entaché, veux-je dire, la transition du colonel Damiba. Eh bien, on en parle bien sûr, je veux dire, du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, on en parle ce soir dans cette émission en compagnie de nos différents invités qui seront déployés tout à l'heure, ou du moins déballés tout à l'heure. Eh bien, on parle également du Mali avec la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU après, bien sûr, les accusations contre la France que le Mali accuse d'ailleurs d'avoir tout simplement soutenu des groupes terroristes sur son territoire, notamment avec la violation de l'espace aérien et bien d'autres choses que nous déballerons également dans cette émission. Eh bien, pour commencer, nous avons déjà deux invités bien placés, notamment celui qui est sur le plateau avec nous. Il s'agit du docteur Freddy Lakmé. Bienvenue à vous sur For You Télévision. Bonsoir, voilà Bégoud, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis également très fier, une fois de plus, de participer à ce grand débat panafricain sur ce plateau de For You Média. Et je voudrais très particulièrement saluer le grand frère Hamzat du côté de Cotonou. Et je pense qu'aujourd'hui, nous serons également édifiés par ces différentes analyses pragmatiques. En effet, d'ailleurs, nous sommes en compagnie de monsieur Hamzat également ce soir. Souleymane Hamzat, lui qui est donc expert en question de sécurité et consultant problématique de terrorisme. On parle également de ces différents thèmes avec lui, bien sûr, en attendant de l'avoir du côté de la technique. Dans cette émission, on commence déjà avec vous. Voilà, on va essayer bien sûr de mettre sur la table notre premier thème. Voilà, il est avec nous. Bienvenue, Souleymane Hamzat. C'est vrai qu'ici, nous, on n'a pas de retour. On espère que de l'autre côté, c'est suffisamment OK, voilà, pour que nous puissions commencer. Au cours de cette émission, nous aurons également Charlie Kenyé, qui sera des nôtres. Lui, il est géostratège et analyste. Eh bien, docteur Lakmé, vous êtes avec nous sur ce plateau pour planter le décor. On commence par parler de la Guinée-Conakry avec le FNDC. Il s'agit de la coalition des partis politiques, de la société civile également, et quelques autres citoyens qui ont décidé de marcher ou alors de manifester, de protester contre le pouvoir militaire, tout simplement, qui gère le pays depuis quelques mois. Celui-ci reproche au pouvoir de transition de gérer le pays de manière unilatérale. Eh bien, lors de sa dernière sortie, en parlant du colonel Mamadi Doumbouya, il s'agissait de dissoudre le mouvement citoyen FNDC, qui l'accusait d'ailleurs de violence, mais également d'aller à l'encontre des ordres ou alors aller au front facilement avec les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Après la dissolution de ce Fonds national pour la défense de la Constitution, eh bien celui-ci a continué de marteler qu'il tout simplement a continué de marteler qu'il manifesterait. Ce sera donc le 17 août, ce qui s'est produit d'ailleurs hier, et on a vu comment les forces de l'ordre se sont déployées sur le terrain, ce qui a causé un mort déjà selon quelques sources et plusieurs blessés, notamment des dégâts matériels aussi. La question que l'on a envie de se poser, c'est est-ce que le FNDC peut-il entacher le pouvoir en place aujourd'hui, avec notamment des accusations qui concerneraient l'atteinte peut-être à la sûreté nationale, également la mise en danger peut-être de la vie de certains citoyens. Bon, pour répondre à cette question, je pense que il est judicieux, n'est-ce pas, de revenir d'abord sur la question du multipartisme en Afrique. Parce que, vous savez, nous sommes dans un débat panafricain. Et il faudrait dire des choses qui entachent plutôt l'organisation sociopolitique des États africains. Et justement, c'est cette question de multipartisme venue dans les années 90 avec le discours de la boule semblerait être d'abord une imposition d'une certaine organisation sociopolitique venant de l'Occident. Alors, qui veut dire démocratie dit, n'est-ce pas, le pouvoir au peuple. Mais on se rend compte que le multipartisme en Afrique est un véritable problème, est un cancer même d'ailleurs, parce que c'est une idéologie ou alors un système qui gangrène justement le système politique. À travers quoi? À travers l'étiquetage, n'est-ce pas, des groupes politiques. On se rend compte que dans plusieurs États africains, les partis politiques ont une forte coloration ethnique. Et justement, cela
ne favorise pas la mise sur pied d'une nation qu'on a tant voulu pour les États africains. Parce que nous sommes des États-nations. Donc, il y a eu amalgame au niveau de la construction même, n'est-ce pas, de l'État. Non seulement les matériaux de la construction, bien qu'idéologiques et même sociopolitiques, sont importés. Est-ce que vous voyez? Et ce qui fait que cela ne favorise pas tout d'abord, n'est-ce pas, la mise sur pied d'une nation. Et tant qu'on n'a pas une nation, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'un État. Déjà à ce niveau. Et la démocratie est donc venue avec une autre façon, n'est-ce pas, de fragiliser, de diviser et d'émietter même, n'est-ce pas, les peuples africains. Donc aujourd'hui, si le peuple guinéen essaie de se soulever contre le régime militaire, déjà il faudrait avoir des preuves. Est-ce que Mamadi Doumbouya, que nous avons apprécié à un moment donné, est dans une logique de gouvernance unilatérale? Jusqu'à présent, nous ne voyons pas de preuves. Parce que lorsque on a cédé de pouvoir et dans un État, n'est-ce pas, inachevé, parce que les États africains, surtout francophones, sont des États inachevés. C'est-à-dire, États inachevés, ça veut dire que nous manquons encore, n'est-ce pas, des matériaux, n'est-ce pas, de construction d'un État qui va permettre donc de revendiquer sa souveraineté et de tendre donc vers le développement. Donc il y a déjà ce problème qui se pose. Alors, le FNDC justement s'inscrit dans une logique de violence. Moi je pense qu'on ne devrait plus être à ce niveau. Ce qui peut aider les Africains aujourd'hui, ou alors la Guinée actuellement, c'est de faire une assise, de chercher à rencontrer, n'est-ce pas, la junte militaire qui est au pouvoir, afin d'échanger, de discuter et de voir quel est leur programme de société, quel est leur programme politique, comment ils entrevoient, n'est-ce pas, développer ou alors gérer le pays. Est-ce que Mamadi Doumbouya est dans une logique, n'est-ce pas, de restitution totale de toutes les institutions de l'État afin de remettre le pouvoir aux civils? C'est des questions qu'il faudrait se poser. Et pour l'instant, il faudrait qu'on le laisse déjà faire ses preuves. On le laisse déjà essayer de gouverner, de mettre en place un chronogramme justement des idéologies qui vont permettre à la Guinée-Conakry de tendre vers un développement voulu, un développement souhaité et un développement qui cadre, n'est-ce pas, avec des réalités sociales. Donc, pour dire que la FNDC aujourd'hui est dans une logique ou alors dans une dynamique de désordre, ça ne va pas favoriser. Et en même temps, il faut comprendre que la création ou alors l'imposition du multipartisme sur le plan géopolitique en Afrique est dans une logique. Cela permet, n'est-ce pas, à ceux qui ont imposé ces partis politiques multiples en Afrique de voir dans quelle mesure les instrumentaliser pour se soulever contre un régime, n'est-ce pas, qui n'est pas d'accord avec, ou alors qui bloque, n'est-ce pas, les intérêts d'une certaine puissance internationale. Donc il ne faut pas se cacher. Qui est derrière la FNDC? Qui soutient? Parce que même pour faire un mouvement, il faut avoir des moyens. Alors, où prennent-ils des moyens, des idées, des idéologies pour organiser justement ces giga manifestations afin de pouvoir mettre imputer au régime de Mamadi Doumbouya? Merci, docteur Freddy Lacmé, pour ce premier jet dans cette émission. Nous sommes également avec Charlie Kenyé depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Je pense qu'il est déjà bien positionné avec vous, avec nous dans cette émission ce soir. Charlie Kenyé, vous êtes stratège et analyste. On parle avec vous justement du mouvement, le FNDC. Aujourd'hui, quand on sait que c'est ce mouvement qui a également manifesté à plusieurs reprises contre l'ancien président avant, bien sûr, le putsch, qui a d'ailleurs également poussé tout simplement à son retrait du pouvoir. Quand on sait justement tout ça aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser qu'il peut entacher la transition du colonel Mamadi Doumbouya ou alors freiner sa transition? Bien, je crois que aujourd'hui tout laisse croire que le FNDC est dans cette logique-là, c'est-à-dire celui de pouvoir justement nuire ou alors bloquer le processus de transition politique qui est en cours du côté de la Guinée-Conakry. Mais il faut rappeler très clairement que nous sommes habitués à ce genre de schéma. Je crois que dans l'une de mes chroniques ou de mes sorties sur cette antenne, je faisais savoir que ce sont des schémas pour lesquels véritablement ceux qui ont étudié l'histoire politique de l'Afrique comprennent très bien que c'est comme ça, cela a toujours marché. Et à chaque fois que vous verrez ces schémas se mettre en place, indirectement, il faut savoir que c'est soit le service de vigilance du Quai d'Orsay
qui est appelé le service Viginou, ou encore c'est soit la DGSE française qui est derrière de telles manœuvres. Parce que si on s'en refait même sur le plan légal et même sur le plan juridique, je crois que le ministre de l'administration territoriale guinéenne, accompagné du ministre de la Justice, faisait savoir très clairement que le FNDC n'avait pas de statut juridique du côté de la Guinée-Conakry. Ça, c'est un. C'était une association de plusieurs mouvements de la société civile et des partis politiques qui ne sont pas reconnus encore au niveau de la Guinée-Conakry. De deux, vous avez encore dit, lorsqu'on étudie l'histoire de cette formation politique, on comprend très bien que elle a un côté un peu violent, parce que dites-vous bien que cela ne date pas simplement avec le colonel Mamadi Doumbouya. Depuis même Alpha Condé, le FNDC a toujours brillé par des manifestations au départ qui se veulent être pacifiques, mais qui finalement se terminent dans la violence. Et lorsqu'on connaît les schémas par lesquels on a pour habitude de changer les gouvernements en Afrique, où on vous parle de manifestations pacifiques, par la suite on incite les populations à entrer dans la violence pour après à créer un certain nombre de coups d'État, ce qu'on appelle généralement les flags, les opérations de false flags, c'est-à-dire les opérations de faux drapeaux, qui en réalité sont des opérations clandestines. C'est le même schéma qui s'est passé du côté de la Tunisie, avec lequel on a vu le régime de Ben Ali être changé. C'est le même schéma qui s'est passé avec la Libye, où on a vu la disparition de Muammar Kadhafi. Donc ce sont des schémas qui sont vieux comme le monde et généralement qui sont accoutumés à la DGSE, le service de renseignement français. Et pour étayer mes idées, je tiens à vous rappeler que, et c'est là où je suis d'accord avec l'analyse qui est faite par le docteur sur le plateau, le FNDC, pour faire une telle mobilisation, parce que dites-vous bien qu'on a vu la mobilisation qui s'est faite du côté de Bruxelles, en Belgique, faire une pareille mobilisation demande d'énormes moyens. Et pour certaines indiscrétions, on sait très bien qu'un certain nombre de leaders du FNDC, par le passé, ont eu à faire des échanges entre ces personnes-là et l'ambassade de France du côté de la Guinée-Conakry. Je vous disais encore que on a comme l'impression que ce qu'on reproche aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, c'est de n'avoir pas pensé le fait que celui-ci peut-être aurait reculé sa veste après son arrivée au pouvoir. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, une journée avant que le coup d'État ne soit fait en Guinée-Conakry, le coup d'État qui a porté au pouvoir la junte militaire, l'ambassade de France, je crois que c'était le samedi matin et le samedi dans l'après-midi, a envoyé un message à ses ressortissants, les faisant savoir, les demandant de ne pas sortir dans la matinée du dimanche qui suivait. Or, c'est le dimanche qui suivait qu'il y a eu coup d'État. Mais l'ambassade de France avait envoyé des communiqués, des messages portés aux ressortissants français en Guinée-Conakry, les interdisant de sortir dans la matinée du dimanche qui suivait. Et bien plus encore, les messages étaient très clairs. Dans ces messages, il était spécifié clairement d'éviter les alentours du palais présidentiel. Comme quoi, les services secrets français étaient au fait du coup d'État qui devait avoir lieu, mais ils n'ont laissé faire. Donc, indirectement, celui qui est arrivé, et je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été très sceptique de sa venue au pouvoir, mais les actes qu'il pose aujourd'hui sont de nature à pouvoir nous conforter, nous qui sommes justement dans l'idéologie panafricaine, c'est-à-dire dans l'idéologie de la souveraineté totale des peuples, dans l'idéologie de la solidarité entre les peuples africains. Et bien sûr, ce retournement de veste ne plaît pas à ceux justement qui ont participé à son arrivée au pouvoir. Et comme d'habitude, on passe par les schémas qui sont très bien connus, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les schémas qui sont propices, coutumiers à la DGSE, au service de vigilance du Quai d'Orsay, le service de Viginou. Donc on instrumentalise un certain nombre d'acteurs politiques, on les fait passer pour des personnes voulant porter haut le flambeau du pays. On a vu la manifestation qui s'est passée du côté de Bruxelles. J'aimerais bien me poser la question, qui a financé pareille manifestation? Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme moyen logistique là-bas. Donc, véritablement, même en termes de communication, vous n'allez pas me dire, les leaders du FND, où est-ce qu'ils prennent pareil montant, ou alors quels sont les canaux par lesquels ils parviennent justement à pouvoir financer les opérations sur le terrain. Ce sont tellement de points d'ombre qui démontrent à suffit qu'en réalité, nous sommes dans un schéma qui est très bien pensé pour justement nuire au processus de transition politique qui est en cours du
du côté de la Guinée-Conakry. Mais Merci. comme vous l'avez dit, et c'est là où encore je salue l'analyse faite par le docteur, le débat ne devrait pas se poser sur les actions. Le débat devrait plutôt se poser sur véritablement le modèle de gouvernance que nous voulons en Afrique. Parce qu'il faut rappeler clairement que le FNDC est une conséquence de ce qu'on nous a vendu. Je crois avec le discours de la bonne, ce qu'on nous a appelé le multipartisme, qui en réalité était un stratagème pour justement permettre à ce que les régimes qui vont se vouloir un peu trop souverainistes, un peu trop autonomes, puissent être remplacés par des personnes qu'on pourrait facilement manipuler. Justement, dans ce cadre-là, on nous a imposé ce qu'ils ont appelé le multipartisme, qui aujourd'hui se révèle être une plaie pour les États africains. Donc, véritablement, je crois que c'est là où on devrait beaucoup plus s'appuyer, à savoir quel est le modèle de gouvernance que nous voulons en Afrique, parce que quand on voit ce qu'on nous a vendu comme étant la démocratie avec ses valeurs, très clairement en Afrique, c'est pas ce qui nous sied. Donc je dis clairement, en ce qui concerne le FNDC, c'est un problème qui est connu, ce sont des schémas qui sont vieux comme le monde, mais qui en réalité nous interpellent à beaucoup plus de vigilance, parce qu'en réalité, je le dis encore, c'est derrière les manifestations du FNDC, vous pouvez être sûr qu'il y a le service vigilance du Quai d'Orsay, le service Viginum, ou encore une certaine machination ou alors une certaine préparation du renseignement français, parce que tout démontre, je crois, et même bien avant qu'un certain nombre de leaders du FNDC, de façon nocturne, il y avait des rencontres nocturnes entre un certain nombre de leaders du FNDC et l'ambassadeur de France du côté de la Guinée-Conakry. Donc nous sommes dans ce genre de schéma qui en réalité concourt à nuire la transition politique en cours du côté de la Guinée-Conakry. Donc on ne devrait même pas s'intéresser, mais on devrait plutôt encourager les autorités de la transition de ce côté-là à maintenir le cap. D'accord. Merci infiniment Charlie Kenyé qui est avec nous depuis la ville de Yaoundé au Cameroun, la capitale. Eh bien, nous sommes également avec Souleymane Hamzat depuis Cotonou, si je ne m'abuse. Bonsoir et bienvenue sur For You Télévision. Bonsoir Madame Begoudé, j'espère que vous me recevez. Parfaitement à présent. Eh bien, on continue, n'est-ce pas, sur cette thématique avant d'embrayer bien sûr sur le Mali. En Guinée-Conakry, le FNDC, il s'agit du Fonds national pour la défense de la Constitution, a bravé l'interdiction de manifester le 17 août dernier, mais surtout a bravé la dissolution qui avait été prononcée et instruite par le colonel Mamadi Doumbouya, lui qui accusait, n'est-ce pas, ce mouvement citoyen de violence, mais surtout de porter atteinte à la sûreté nationale de l'État. Aujourd'hui, on a bien l'impression que ce mouvement citoyen qui, au départ, donnait l'impression qu'il fallait un nouveau pouvoir, a retourné sa veste, justement contre le colonel en place. Ce que je voudrais déjà saluer mes deux prédécesseurs, n'est-ce pas, qui en l'occurrence ont peint un tableau, n'est-ce pas, synoptique, clair et net de la situation politique, économique et géomilitaire. Il s'avère que nous constatons que le régime actuellement en place en Guinée est un régime militaire en partie, n'est-ce pas, ayant à la tête de son gouvernement civil, mais à tout point de vue, à tout égard, reste un régime militaire comme celui du Mali et d'autres, et celui du Burkina par exemple. Quand on fait face à ce genre de régime, qui d'ailleurs se retrouve dans une transition, la transition, il faut bien la clarifier à ces gens-là qui tombent dans la rue et qui manifestent à tout va. Ils sont dans une transition. Alors, au cours d'une transition, on ne peut pas tout réclamer. On a tout le temps pour réformer un État. Hein. Un État, ça ne se construit pas en 24 heures, en 4 ans ou en 10 ans. C'est toute une éternité pour construire un État. Ce faisant, je voudrais, n'est-ce pas, rebondir sur un point très important du dernier co-débatteur qui consiste à faire relever, n'est-ce pas, la capacité à organiser ce genre de meeting et qu'ils aient plus, pas en Guinée, mais à Bruxelles. Là-bas, on parle en euros. Et organiser ce genre de manifestation requiert tout un paramètre, n'est-ce pas, de disposition administrative, financière et policière dans le terme d'encadrement. Bon, je me pose la question de savoir qui sont les leaders qui sont derrière. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Et allez vous poser la question de savoir où se trouve Cellou Dalein Diallo, qui n'est d'ailleurs pas en Guinée,
et qui s'estime être dans un exil qui ne dit pas son nom du fait du problème des logements. Est-ce que pour des problèmes de logement, on peut se porter, n'est-ce pas, exilé politique et se retrouver, je ne sais pas, de l'autre côté là-bas? Et vous verrez plus tard, vous en finirez par entendre plus tard que les manifestations viennent d'eux. Puisque le cas aujourd'hui qui revendique toutes ces manifestations-là n'est pas un corps constitué, comme l'a dit le premier co-débatteur. Ils ne sont régis par aucune loi, en tout cas pas celle des lois de 1901, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, la possibilité d'association, etc. Et si tel est le cas, ça veut dire que c'est une formation illégale, une formation qui n'a pas droit d'existence. Et mieux, je dirais, les leaders qui sont à la tête de ce mouvement, moi, à leur place, on se serait constitué, n'est-ce pas, en groupe ou sous-groupe, prendre un document, une feuille de route qui aurait pu servir à la transition, n'est-ce pas, à aborder au moins nos besoins, nos revendications. Ce n'est pas le cas. On est financé par des officines qui ne disent pas le nom. Le dernier co-débatteur a parlé de la DGSE, la Direction générale des services extérieurs de la France, qui en réalité a en son sein, je connais bien cette entité, un service qu'on appelle le service action de la DGSE, où se trouvent aujourd'hui les barbouzes que vous voyez qui circulent en Centrafrique, d'autres qui sont au Burkina et d'autres qui sont dans le désert à aider les terroristes. Donc, ça veut dire quoi? Non seulement qu'il y a un appui financier, il y a un côté organisationnellement politique bien ficelé qui permettent ces genres de manifestations. Mais tenez-vous tranquille, le colonel Mamadi Doumbouya et son groupe qui sont à la tête de la Guinée ne tremblent même pas d'un seul pouce, d'un seul iota. La preuve, vous voyez que les forces de l'ordre font le travail dans les règles de l'art. Il y a toujours des déraillements. Vous savez, je suis un ancien officier. Quand vous me donnez une troupe, disons une section de 32 hommes, pour sécuriser un coin, moi, je suis le donneur d'ordre. Mais vous n'avez pas la capacité de maîtriser tous les hommes que vous avez sous votre commandement. Hein. Et c'est le terrain qui commande dans ce cas. Et il peut arriver que pour des raisons, une raison pour une autre, dont moi je n'ai pas la teneur, que l'élément décide par exemple de faire feu sur une troupe ou un attroupement de personnes. Ça peut amener à voir les dégâts que nous voyons là et d'ailleurs qui ont fait l'enregistrement d'un mois d'hier. Ce sont des dommages, malheureusement, que je juge de dommages collatéraux, mais ce mouvement-là n'ayant pas lieu de citer, je pense que ceux qui s'amuseront au niveau de la Guinée à inciter à la violence, tel que c'est le cas, parce que ce mouvement-là est un violent extrêmement violent. Je peux encore vous raconter une anecdote. Il y a un monsieur qui essayait de rejoindre son épouse, qui allait la chercher au courant de 4 heures de l'après-midi, qui s'est retrouvé entenaillé par ce mouvement. Mais ils ont caillassé sa voiture. Le monsieur, en faisant retour, en reculant, a dû chuter dans un ravin et a été secouru par des paysans qui étaient de passage sur la voie. Donc, ça vous dit à quel point ce mouvement-là est un mouvement extrêmement violent. Et nous, aujourd'hui, avec la construction de cette nouvelle Afrique à laquelle nous sommes adhérents, qui a pour socle l'idéologie panafricaniste, et c'est là que je chute, cette nouvelle génération-là est une génération de non-violence. Nous sommes contre la violence, surtout pas contre nos propres frères. Il faut s'asseoir autour d'une table, discuter, trouver les voies et moyens par lesquels arriver, n'est-ce pas, à construire le pays ensemble. Et c'est malheureusement ce que nous constatons, parce que c'est ce qui jaillit du vote du sommet. Je vous renvoie au dernier sommet, n'est-ce pas, de l'UA, qui visait, n'est-ce pas, à instaurer des lois, à interdire les troisièmes mandats et la création d'une force antiterroriste. Nous constatons que nos dirigeants ont réagi de manière tristement célèbre par leur absence de résultats sur ce sommet-là, faute même à la fin de communiquer. Et ça se répète sur la base ici, en sachant que ceux qui normalement devaient orienter la jeunesse, qui sont des leaders de jeunesse, n'est-ce pas, devaient se rendre compte que
tout pouvoir qui s'installe a besoin d'un appui, n'est-ce pas, patriotique. Et ce qu'a fait le colonel Mamadi Doumbouya, il a bien dit, le dernier co-débatteur, qu'au départ, nous étions tous sceptiques, n'est-ce pas, de son arrivée au pouvoir, mais nous constatons, et là je peux vous l'affirmer, et aller voir son dernier communiqué sur l'envoi des troupes guinéennes au Mali, en appui aux forces maliennes. Il disait que la République du Mali est une république sœur et qu'il embrasse le panafricanisme en tant qu'idéologie. Il est de concert avec les Maliens, il est d'accord sur l'essentiel avec les Maliens, et il faut que cela soit connu de la communauté nationale et internationale. Donc c'est vous dire quoi, le colonel Mamadi Doumbouya, nous, en tout cas en ce qui nous concerne, nous à notre niveau, il a notre blanc-seing, qu'il continue, mais surtout à éviter que les forces de l'ordre, et ça c'est très important, ne tirent à tout va, ne soit sur la population, parce qu'en réalité, dans ce groupe peut se trouver une de vos soeurs, une de vos tantes, un de vos frères, un oncle, un père, une tante, etc., etc. Donc, évitons d'arriver à cet extrémisme, mais ceux qui ont à charge, n'est-ce pas, ces gens de mouvements-là et qui ont tendance à instaurer la violence doivent être mis hors d'état de nuire. C'est pour cela d'ailleurs que les prisons sont construites. De ce sujet, hein, nous sommes avec le docteur Freddy Lagmé à présent sur le plateau. Alors, docteur Lagmé, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut sortir de ce conflit de ces scènes de rixe entre le FNDC et puis le pouvoir de transition sans toutefois avoir recours à la violence? Il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir militaire qui est au pouvoir et difficilement il sera facile de concilier, car peut-être pour rappeler que le FNDC aujourd'hui réclame un dialogue, mais un dialogue qui n'est pas assez justifié. Quand on sait que le chronogramme de transition il suit parfaitement son cours, est-ce que vous pensez qu'on pourra concilier cette situation sans arriver à la violence? Effectivement, la stratégie, n'est-ce pas, de ceux qui sont en train d'instrumentaliser ce mouvement de FNDC, c'est qu'il y ait donc un affrontement direct entre les forces de l'ordre et les peuples locaux. En fait, que le FNDC, à travers ses manifestations externes, n'est-ce pas, influence sur les mentalités des populations locales pour que ceux-ci, n'est-ce pas, s'émancipent et s'élèvent donc contre le régime en place. Je crois que les premières stratégies que le régime devait mettre sur pied pour éviter donc cet affrontement direct, c'est de faire aussi la contre-expertise, les contre-mouvements, les contre-idées et contre-idéologies sur le champ, dans la logique où Mamadi Doumbouya devrait tout premièrement se prononcer et faire voilà, n'est-ce pas, son programme, faire une certaine évaluation de ce qui est fait jusqu'aujourd'hui depuis la prise de pouvoir pour galvaniser et mettre en sécurité donc la population locale et garantir le peuple qu'il est en train de travailler pour les intérêts du peuple, pour les intérêts de l'État et non pour satisfaire les intérêts coloniaux. Donc c'est déjà ce qu'il faut faire. Et lorsque cela sera possible, je crois que ce mouvement illégal, n'est-ce pas, qui est instrumentalisé, devrait justement prendre conscience. Parce que je suis surpris et en même temps effaré par cette situation que les Africains s'élèvent encore pour combattre contre leurs propres intérêts. Qu'est-ce que le FNDC a comme intérêt à combattre le régime Mamadi Doumbouya, alors qu'ils savent aujourd'hui qu'en réalité la junte militaire aujourd'hui est dans une logique, n'est-ce pas, de souveraineté et d'indépendance. Qui a réformé la France après la Deuxième Guerre mondiale? C'est De Gaulle. Ça veut dire qu'il appartient désormais aux militaires. Tout à l'heure, le frère Hamzat parlait, n'est-ce pas, de la jeu militaire. C'est ce qu'il faut étendre justement dans une logique donc de défendre les intérêts de l'État. Ce sont les militaires, les stratèges qui ont le pouvoir de faire et de défaire un État. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit donc de refonder l'État africain, de refonder l'État guinéen. Et Mamadi Doumbouya est bien parti, n'est-ce pas, avec ses collègues militaires pour faire cette refondation. À partir de quoi? De la sécurisation. Au deuxième point, deuxième stratégie pour justement empêcher cela, c'est que il faudrait déjà renforcer le renseignement pour que les groupes
voyous justement ne se configurent pas dans une logique, n'est-ce pas, de voyoutisme ou alors de vandalisme. Parce que lorsque cela va commencer, alors vous allez vous rendre compte que ça va donner une certaine légitimité à l'opinion internationale. Et la France va tout de suite se prononcer et va même chercher à corrompre les autres institutions internationales, telles que l'ONU, pour le Conseil de sécurité, pour, n'est-ce pas, essayer d'évincer Mamadi Doumbouya qui est contre ses intérêts. Donc, Mamadi Doumbouya devrait à partir d'aujourd'hui rencontrer Poutine pour, n'est-ce pas, solliciter une aide éventuelle et voir dans quel moyen concret cet expansionnisme de voyous qui est en train de prétendre de construire le bilan ou alors le plan politique qu'il est en train de mettre sur pied pour garantir, n'est-ce pas, la sécurisation et le développement de la Guinée-Conakry. Merci infiniment. Après avoir épluché légèrement cette première thématique, on retient tout simplement que le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, reste et demeure une coalition illégale et qui, ma foi, cherche à entacher le pouvoir de transition, mais surtout à déranger et à perturber la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya en place actuellement, qui bien sûr lutte pour les intérêts africains et non pas les intérêts néocoloniaux. Eh bien, on va parler à présent du Mali. Sans transition, entre le Mali et la France, ça casse à nouveau. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, eh bien, le gouvernement de transition a tout simplement accusé la France de soutenir les groupes djihadistes. Ce que la France, bien sûr, a tenté de nier à travers son ambassadeur du côté de Bamako, même si c'était sur son compte Twitter. Celui-ci rappelait d'ailleurs que depuis pratiquement 9 ans que la force est sur place, il s'agit de la force Barkhane, eh bien elle a tout fait pour agir dans le bien du Mali, surtout pour le protéger. Eh bien, il faut rappeler également que ce n'est pas une première entre le Mali et la France. On a pensé que le divorce était suffisamment consommé, ok, c'est vrai, mais maintenant les dessous de table reviennent tout simplement pour apporter encore un peu de feu, on va dire ça comme ça, sur les braises. On va y aller avec Charlie Kenyé. Je pense qu'il est toujours avec nous, avec bien sûr la participation de la partie technico-artistique. Pour peut-être le premier jet sur cette question, on va parler du droit du Mali, le droit que celui-ci a bien sûr de demander une réunion d'urgence par rapport à cette situation, parce qu'il faut rappeler que le Mali accuse la France non seulement de soutenir les groupes djihadistes, mais aussi de violer l'espace aérien de son territoire. Il l'accuse également d'espionnage. Et bien, si on ne parvient pas à avoir Monsieur Charlie Kenyé qui est là avec nous, voilà, oui. Alors, l'État malien est suffisamment dans son droit lorsqu'il interpelle les Nations Unies dans cette situation, même si on sait que ce n'est pas un secret aussi en même temps. Oui, écoutez, avant de revenir sur l'actualité de l'État malien, j'aimerais faire un jet avec la Guinée-Conakry pour savoir comment est-ce que les autorités de la transition de ce côté-là doivent se comporter. C'est simple, hein. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher loin. La seule façon à faire, c'est justement intégrer la dynamique malienne à Guinée-Conakry. Je vous ai dit, à l'arrivée de Mamadi Doumbouya, nous avons été tous sceptiques, mais fort heureusement, nous constatons qu'il travaille justement dans l'intérêt du continent, dans l'intérêt des Guinéens. Donc, aujourd'hui, comment faire pour justement ne plus arriver à ce que nous sommes en train de vivre de ce côté-là? C'est simple, il doit intégrer la dynamique malienne. Vous savez ce qui a réussi dans la transition malienne? C'est que le Mali a su concilier autorité politique, société civile et peuple. Autorité politique, société civile et peuple, en passant par les leaders religieux. Le gouvernement malien communique beaucoup avec sa population. Je dis bien beaucoup. D'ailleurs, je crois que les petits bobos de santé que nous avons aujourd'hui avec le Premier ministre Choguel Koukara viennent du fait de cette multiplicité de rencontres que celui-ci ne cesse de donner avec les membres de la société civile, les formations politiques, les autorités religieuses du côté du Mali. Donc, c'est ça ce qu'il faut. Parce que si nous qui ne sommes pas des Guinéens, mais qui sommes des Africains, nous comprenons le bien fondé de Mamadi Doumbouya, comment est-ce que ses frères, le peuple de Guinée, ou alors une caste partie de la population n'arriverait pas à comprendre le bien fondé de ces actes? C'est simplement parce qu'il ne communique pas. Il doit intégrer. Quand vous voyez des associations civiles fortes du côté du Mali s'élever comme le mouvement Yoro debout sur les remparts, qui parcourent le Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour justement
interroger, expliquer, faire comprendre au peuple le bien fondé de la transition politique qui est en cours. Et c'est ce qui doit se faire du côté de la Guinée-Conakry. Je ne demande pas aux autorités de la transition, c'est-à-dire qu'aux militaires, d'aller communiquer. Non, ils doivent être capables justement de recenser au sein de la population, au sein des forces vives de la République, la société civile, la société civile, à même de pouvoir porter leur parole, à même de pouvoir expliquer leur programme politique, de nature à ce que ce soit les Guinéens maintenant qui s'opposent à ces fouteurs de troubles pour permettre à cette transition d'aller au pouvoir. La communication, c'est tout ce qu'il faut. Il faut intégrer la communication, et dans cette communication, il faut intégrer la communication stratégique. Bon, je crois qu'on a passé le temps pour en parler, donc c'est ce que je voulais faire savoir. Maintenant, pour revenir avec le cas du Mali, mais mademoiselle Madone, je vais vous le dire de façon très claire pour véritablement clore ce sujet. Un ancien chef d'état-major des armées françaises, ce n'est pas Charlie Kégué, parce que si c'était moi, on devait comprendre que j'ai un problème avec la France. Mais un ancien chef d'état-major des armées françaises, lors d'une interview dans un média public français, faisait savoir que la France est au nord du Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme. C'est un ancien chef d'état-major des armées qui le disait. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. On l'a remercié, c'est-à-dire qu'on l'a limogé pour mettre quelqu'un d'autre. Donc, si un chef d'état-major des armées vous dit que son pays est au Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme, qu'est-ce que vous voulez que nous on va encore dire dedans? Mais la France n'a jamais combattu le terrorisme au Mali. Depuis 9 ans de la présence française au Mali, vous pouvez me dire ce qui a avancé en plus là-bas du côté du Mali. Je tiens à vous rappeler que les dernières statistiques, je crois que c'était en 2020, l'ancien chef d'état-major, le général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées françaises, auditionné par le Parlement français en charge des questions de défense, faisait savoir que l'engagement de la France et de ses alliés au Mali, rien que pour l'exercice de l'année 2019, je crois, aurait coûté la bagatelle somme de 960 millions d'euros. 960 millions d'euros, pratiquement 600 milliards de francs CFA. Et je tiens à vous rappeler que l'engagement de la France et de ses alliés au Mali était une dette pour le peuple malien, pour l'État malien. C'est-à-dire que c'est le Mali qui assumait ce coup-là. Donc, rien que pour le coût de l'année 2019, le coût de cet engagement était de 600 milliards de francs CFA pour le Mali. Quand vous interrogez même les chiffres du ministère des Armées françaises, on vous dit que la première année de l'intervention de la France au Mali, parce qu'au départ c'était l'opération Serval, je crois que c'était le 1er janvier 2013. La première année de l'intervention de l'opération Serval en France aurait coûté la bagatelle de 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Et c'est toujours une dette pour l'État malien. Maintenant, essayons de faire une étude comparative des autres interventions de la France ailleurs, en dehors du Mali. En 2011, la France intervient en Afghanistan. Ce qu'ils avaient appelé l'opération, je crois que le nom va me revenir. Et le coût de l'engagement, le coût de cette intervention pour la France aurait coûté pratiquement, on nous parlait de pratiquement 360 millions d'euros. 360 millions d'euros. Donc, regardez l'intervention de la France dans un pays comme l'Afghanistan. Le coût de l'intervention aurait coûté pour l'année 2011 360 millions d'euros. Et le coût même a été justifié du fait que la France n'avait pas de base militaire dans la région. Ça veut dire que le coût exorbitant de 360 millions d'euros s'expliquait du fait de la non-présence de la France, de base militaire française dans la région. En 2012, l'opération Harmattan, la France intervient en Libye. Elle déplace pratiquement sa flotte au large de Toulon. On parlera de pratiquement une intervention qui a voulu la présence de pratiquement 300 avions, pratiquement 4000 soldats. Le coût de cette intervention en Libye en 2012 aurait coûté la bagatelle somme de 490 millions d'euros. Et là, je vous dis encore, nous sommes en 2012, 490 millions d'euros. Donc, oui. Vous voyez que entre l'Afghanistan, où on était à 390 millions d'euros, et la Libye où on était à 490 millions d'euros. Vous revenez à la France en 2013 où la première année de l'engagement de la France, on est à 600 millions d'euros. Donc comment vous pouvez expliquer que la France qui intervient à des milliers de kilomètres de son territoire en Afghanistan, l'intervention pour la première année, pour cette année de 2011, a coûté 380 millions d'euros. Mais en 2013, le Mali, qui est à côté, contrairement à l'Afghanistan, l'intervention pour le coût de l'année 2013 aurait coûté plus de 600 millions d'euros. Et en 2019, on parlait de pratiquement 960 millions d'euros. Alors, demandez-moi, posez-moi une simple question.
comment est-ce que l'État malien payait dans cet engagement de la France et de ses alliés au Mali? Simplement par l'exploitation de l'or malien. C'est-à-dire que le Mali est un pays qui produit annuellement 60 tonnes d'or. Mais je peux vous rassurer que lorsque vous prenez la classification des pays propriétaires d'or ou alors qui ont des réserves d'or à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, le Mali ne fait pas partie. Mais la France, qui n'a pratiquement aucune mine d'or, aucun site d'exploitation d'or sur son sol, c'est la 4e réserve d'or à l'échelle internationale. On parle de 2346 tonnes d'or. Derrière les pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la Tunisie, je crois, et l'Italie. Donc, vous voyez très clairement que la France avait raison d'être au Mali. Et justement, pour empêcher donc de quitter le Mali, par un certain nombre de mécanismes, la France n'était que dans son bon temps d'empêcher à ce qu'on puisse véritablement résoudre les problèmes du terrorisme dans le nord du Mali. D'accord. Quand vous prenez ces mêmes chiffres-là, permettez que je termine, quand vous prenez ces mêmes chiffres-là, vous comparez avec l'arrivée de la force, avec l'arrivée des Russes sur le territoire malien, selon le magazine Reuters faisait savoir que les Russes arrivés au Mali avaient un plan de bataille bien détaillé. La Russie a fait savoir au Mali que nous arrivons au Mali et nous restituons votre territoire en pratiquement 26 semaines. Et le coût de l'engagement russe au Mali par an est évalué à pratiquement 72 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez que 72 milliards de francs CFA, si vous comparez aux 600 milliards de francs CFA de la force Barkhane, si vous étiez à la place des autorités maliennes, vous aurez fait le choix séculier. Donc, clairement, pour revenir à ce que je vous ai dit, le général, l'ancien chef d'état-major français faisait savoir que la France est au Mali pour tout faire sauf combattre le terrorisme. Il y a des preuves palpables du fait que des drones français ont eu à maintes fois survolé le Mali. Je vous rappelle que lorsque la France commandait encore la zone des 3 frontières, où il y avait une multiplicité d'attaques terroristes, chaque jour, il ne se passait pas une journée sans que nous comptions des morts, pas dizaines au niveau de la zone des 3 frontières, qui est la ligne justement qui lie le Mali, la Guinée, pardon, le Mali, le Burkina Faso et je crois que c'est le Niger, voilà. Le Niger, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la zone des 3 frontières. Donc, lorsque la force Barkhane commandait encore cette région-là, il ne se passait pas une journée, je dis bien une journée, ça veut que nous parlons d'au moins 10, 20, 30 morts de ce côté-là. Mais posez-vous la question, avec tous les moyens logistiques dont dispose la France, ils ont 2 drones Reapers, je dis pardon, 2 drones Rafale. Avec les 2 drones Rafale, la France au quotidien quadrille l'espace aérien du Sahel. La France a des drones. Comment se fait-il que le détachement de la force Barkhane au niveau de la zone des 3 frontières n'a jamais vu une attaque terroriste? Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que les terroristes attaquaient les civils et repartaient sans être inquiétés. Mais la France n'a jamais vu le mouvement de ces terroristes là-bas. Je dis jamais. Donc, dans ces conditions-là, comment vous expliquez que aussitôt que la France ait quitté la zone des 3 frontières ou alors ait retiré le plus grand nombre de ses troupes et que le Mali et les autres États de la sous-région, parce que vous avez maintenant une unité malienne, une unité nigérienne et une unité burkinabé qui sont en train de parler la zone des 3 frontières, dites-moi, depuis pratiquement des semaines, avez-vous entendu des morts comme cela se faisait par le passé au niveau de la zone des 3 frontières? Donc, malgré le peu de logistique que ces États ont, ils arrivent quand même à sécuriser ces régions où la France avait tous les moyens logistiques que la France avait technologiques, la France n'arrivait pas à sécuriser. Donc, quand vous me posez cette question, moi-même je vous laisse faire le constat. Est-ce que véritablement les autorités de la transition étaient en droit de dire que la France était un soutien pour les terroristes dans le nord du Mali? Je laisse vos téléspectateurs répondre à cette question. Merci Charlie Kenyé pour ce jeu dans cette émission. Eh bien, on va partir avec Monsieur Souleymane Hamzat qui est avec nous actuellement. Eh bien, Monsieur Souleymane Hamzat, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que du fait que le colonel Assimi Goïta soit justement un militaire et qu'il ait pris le temps, n'est-ce pas, soigneusement de mener ses enquêtes et de prouver justement la présence française illégale parfois et les violations différentes qu'on a eu à mentionner tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est une chance finalement pour le Mali et que cela reste un atout qu'Assimi Goïta soit au pouvoir? Ah ben écoutez, le jour où j'ai appris le dernier convoi du départ de Gao, ben, je me suis acheté un petit jus d'orange, j'ai fait la fête moi. C'était du bonheur. Je vous le dis en toute sincérité. Et il a dit, le docteur Kenyé, mais il vous a souligné un point mais essentiel, mais pointu, dans le cadre des activités de cette troupe-là. Allez constater que, effectivement, depuis qu'ils sont partis des 3 frontières, il y a une accalmie. Et c'est pareil dans le nord. Depuis qu'ils sont partis du nord, qu'ils ont cédé, comment on appelle, Menaka, comment on appelle, même Kidal, il y a pratiquement plus d'attaques là-bas.
Les femmes ont pris le point. D'ailleurs, vous allez constater, même au niveau de Gao qu'ils ont laissé, là, vous verrez qu'il y aura plus d'attaques. Ce sont des chemins de troubles. Ces gens-là sont pas... C'est des terroristes en puissance. Donc, eux, là, on ne doit pas les laisser, on ne doit pas leur permettre de le faire. Et d'ailleurs, la décision des autorités maliennes de faire cesser leurs activités au Mali est à saluer. Et il faut un homme de la poigne, du colonel Assimi Goïta et des autres, ses collègues, n'est-ce pas, pour prendre ce genre de décision. D'où je vous parlais au début de notre émission par rapport à la Guinée de la décision politique. La décision politique influe sur tout le reste. Et je suis entièrement d'accord que cela se passe de cette manière. Mais il ne faudrait pas s'en arrêter là. Allons saluer aussi le refus du Mali d'accepter que la France, même en dehors du territoire malien, ne vienne en appui aérien aux forces de l'ONU. C'était un piège et une possibilité pour eux de continuer à larguer de l'armement sur le sol malien. Et d'ailleurs, le communiqué que vous publiez là dit à sa fin que si la France continue à se permettre ce genre de plaisanterie de mauvais goût, ben, il va y avoir réponse. Et moi je dis qu'il faut aller vers la loi du talion. Face à un ennemi qui ne veut pas entendre des raisons, il faut quelques claques pour le ramener à la raison. Et pour chuter, le communiqué que vous voyez là a été rejeté par les Nations Unies. Sur les dernières informations que j'ai reçues, il est demandé au Mali de présenter cette requête-là à travers un des membres du Conseil de sécurité. Alors, ils sont combien? Ils sont 5 pour les membres actifs. La Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Ce sont les 5 qui sont au Conseil de sécurité pour en tant que membre permanent. Mais il y a d'autres là qui sont élus tous les 2 ans, qui sont là de manière factuelle et qui contribuent, n'est-ce pas, au débat. Ceux-là n'ont pas le droit de citer. Ils sont là, pour moi, c'est des marionnettes. Donc, retournons au fait, à la base, pour nous interroger sur la nécessité à l'Afrique, 1,4 milliard d'êtres humains, d'avoir sa place de membre permanent et d'arrêter de suivre la France par derrière et de l'appuyer dans la prise de décision qui d'ailleurs vont à l'encontre de nos besoins, de nos objectifs. Donc il va falloir que l'intelligentsia africaine se réveille et partant, je salue encore une fois l'initiative du président, un panafricanisme authentique, fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes et dirigé par nous-mêmes. Désormais, il va falloir rentrer dans la course, gagner des sièges au Parlement, gagner des sièges au niveau communal, aller même au présidentiel. Et grâce à ces candidats fantoches qui veulent le pouvoir dans nos États et qui viendront nous dire qu'ils ne sont pas panafricanistes, que la jeunesse panafricaniste vomite. Et on ne veut plus de ces gens-là, de personnages chez nous dans notre Afrique. On veut des gens qui soient capables, et c'est dans cela qu'il faut saluer le colonel Mamadi Doumbouya, qui d'ailleurs a demandé à ce que toutes les entreprises qui sont sur le sol guinéen soient nationalisées et que les matières premières soient traitées à partir de la Guinée. Vous voyez que le Mali aussi a commencé avec l'or. Désormais, l'or malien va se traiter, se soigner sur le sol malien. Voilà les leaders auxquels aspire notre génération. Nous ne voulons plus, de tout moment, pour moi, la démocratie, elle n'existe que de nom. Nous ne sommes pas des panafricanistes coagulés, convaincus. Nous savons là où nous allons. Vous faites tomber un panafricaniste, il en naîtra 10 000. On a tué Thomas Sankara. Aujourd'hui, la planète est remplie de Thomas Sankara. Il y en a partout. Donc, ça vous dit quoi, en conclusion? Tenons bon, tenons dur, tenons fort, parce que la jeunesse, c'est à laquelle nous appartenons là. Non seulement elle lâchera pas les taureaux, mais celle qui vient après nous là, ça va être du tac au tac. D'accord. Allez, merci à vous, Souleymane Hamzat. Depuis Cotonou, merci également à Charlie Kenyé, depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Eh bien, on va rapidement, peut-être en 2 petits mots, hein, plus de questions, histoire de vous laisser chuter tranquillement.
Bon, sur la question du Mali, nous allons tout simplement dire que la France a essayé de mettre sur pied, n'est-ce pas, la stratégie du chaos à travers la création de l'État de la Zawad, alors qu'on sait que c'est la France elle-même qui est à l'origine de la création justement de ces terroristes-là. C'est la France qui a donné les armes et c'est la France qui est toujours à l'origine. Pour renchérir, n'est-ce pas, le propos du copanéliste kenyien, je dirais que en dehors même de l'état-major français, il y a aussi le député Laurent Louis, belge, qui rappelait au Premier ministre belge que aujourd'hui, avec votre salle politique, la France a réussi à faire de la Belgique sa prostituée. Et voilà que l'armée belge accompagne la France, n'est-ce pas, dans tous ces combats en Afrique. Alors que vous savez que c'est la France elle-même qui est à l'origine justement de ces guerres et de ces actes terroristes en Afrique. Donc il faut dire grosso modo que la France aujourd'hui, et depuis De Gaulle, avait mis sur pied, n'est-ce pas, une certaine francisation stratégique en faisant signer des accords de défense et de sécurité. Et la France a donc, pour légitimer donc ses actions militaires en Afrique, elle-même crée, n'est-ce pas, ces conflits pour venir, n'est-ce pas, en pompier pyromane. Essayer de défendre, alors qu'en réalité, tous les militaires français qui viennent sur le sol africain ne viennent pas pour une certaine intervention militaire, mais ils viennent plutôt pour... ils sont plutôt habillés, n'est-ce pas, des géologues, n'est-ce pas, des ingénieurs de mines qui viennent donc avec les poquelins qui passent pour des matériels de guerre et créer des zones de non-droit afin d'extirper en toute illicité et toute illégalité, n'est-ce pas, les ressources naturelles qui se trouvent dans les points les plus stratégiques des plus stratégiques, n'est-ce pas, des pays africains concernés. Donc, pour dire en conclusion que il faut dissoudre, il faut rompre, n'est-ce pas, ce pacte colonial avec quoi? Avec la pensée stratégique, la communication stratégique et avec des alliances stratégiques telles que la Russie. Je vous remercie. Merci infiniment à vous également, Dr Freddy Lagmé, d'avoir participé bien sûr à cette émission. Merci à Charlie Kenyé qui était du côté de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et puis merci également à Souleymane Hamzat depuis Cotonou au Benin. La quotidienne s'est terminée. On se retrouvera demain à vendredi pour la dernière de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie de For You à télévision. Le journal en langue anglaise, c'est dans quelques instants.